la vraie question, c'est est-ce que les couples ont le nombre d'enfants qu'ils désirent? Si c'est oui, bah dans ce cas-là, très bien. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Et si la population vieillit, il faudra faire avec. Si c'est non, il faut comprendre quelles en sont les raisons. Est-ce qu'elles sont sociétales? C'est-à-dire, c'est mal vu d'avoir un enfant hors mariage, tu vois. Est-ce que c'est médical, parce qu'il y a un problème d'infertilité, ou est-ce que c'est des raisons sociales, économiques? Et c'est ça qu'il faut aller voir. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. L'Instant Porcher, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous avec Thomas pour analyser, décrypter et avoir les clés pour comprendre ce qu'il se passe autour de nous. Ça fait déjà 3 mois qu'on tient le pari qui a pu sembler fou, faire tourner une télé d'infos indépendante et engagée, des luttes. Merci pour votre force, le média ne tient que par vous. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure de manière pérenne en vous abonnant à partir de 5 € par mois pour soutenir la première coopérative médiatique de France sur le petit écran. Nouveauté pour 2024, on le disait, j'intégrais souvent vos commentaires et vos questions dans la préparation de l'Instant Porcher. Sachez désormais que nous répondons à une de vos questions économiques chaque semaine, alors n'hésitez pas en commentaire. Avec toi, Thomas, aujourd'hui au programme, la polémique autour de la ministre de l'Éducation et sa préférence pour les écoles privées et la politique de natalité d'Emmanuel Macron qui vante le réarmement démographique. C'est l'Instant Porcher. Moins de 700 000 bébés sont nés en France en 2023, une première depuis la Seconde Guerre mondiale, selon l'INSEE, nous a appris l'AFP la semaine dernière. Il n'en fallait pas plus pour faire paniquer tous les pros-politiques de la natalité jusqu'à la Macronie. La natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle. Mais les mœurs se changent. On fait des enfants de plus en plus tard. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Réarmement démographique, une expression qui a fait grincer des dents tant la politique nataliste peut être une idéologie portée par l'extrême droite avec cette idée de contrer le fameux grand remplacement. Les collectifs féministes ont mis le holà aussi et pointent le danger pour les femmes de voir régresser leurs droits et libertés, notamment avec plusieurs entraves à l'IVG déjà présentes en France. La Tribune rapporte que l'Élysée travaille déjà sur plusieurs pistes. Selon leurs informations, l'exécutif voudrait généraliser un examen gynécologique pour les femmes et un spermogramme pour les hommes, pris en charge à 100% par la sécurité sociale à 25 ans, soit l'âge où les femmes sont le plus fertiles. Invité dimanche sur France Inter, Aurore Berger a confirmé travailler sur cette piste. D'autres ont été évoquées. Toujours dans la Tribune, on peut lire que le futur plan infertilité prévoit aussi le renforcement de la lutte contre les perturbateurs endocriniens, le développement de la recherche sur la procréation médicalement assistée, PMA, ou encore l'ouverture de 100 000 places en crèche ou chez les assistantes maternelles d'ici à 2027. L'idée est de disposer de jours de congé pour les couples qui sont dans un parcours PMA, comme certaines entreprises ont commencé à le faire, va aussi être expertisée. Exit en tout cas toute politique fiscale ou sociale incitative, fermez les guillemets. Aurore Berger a rectifié le tir en défendant la liberté des femmes à choisir et que le plan du gouvernement était de lutter contre l'infertilité ou les facteurs externes qui empêchent le fait d'avoir un enfant quand on en a envie. Thomas, on va un peu fouiller ce sujet-là avec toi. Est-ce que la démographie, c'est un problème économique récurrent? En fait, de tout temps, alors, au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, cette question était une vraie question de fond. Il y a un économiste, Malthus, qui en a parlé. En fait, il disait la démographie augmente de manière exponentielle, alors que la croissance augmente de manière arithmétique. Et si, à un moment, vous avez trop de démographie et pas assez de croissance, c'est l'appauvrissement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a tout un tas de politiques qui ont été menées dans certains pays, comme la politique de l'enfant unique, par exemple en Chine, qui visait à contrôler la démographie pour que les richesses puissent être partagées et que ce ne soit pas l'inverse, qu'il y ait trop d'enfants pour se partager, trop de démographie pour se partager les richesses. Mais dans les pays, dans le monde entier, de manière générale, depuis le XVIIIe siècle, c'est le XIXe siècle, cette idée a été battue. Nous avons eu toujours plus de croissance pour nourrir la population qui augmentait. Donc c'est un sujet qui a toujours été là en économie, et puis là qui revient sur le tapis, mais c'est un sujet qui est maîtrisé depuis un certain nombre d'années. Est-ce que la natalité qui diminue en France, du coup, c'est un problème? En fait, la natalité, en réalité, depuis 40 ans, elle est plutôt stable. Enfin, la natalité, c'est pas un super bon indicateur. Parce que oui, depuis 2010, elle baisse. Mais elle avait réaugmenté à partir des années 2000. Vous savez, quand vous regardez la fécondité,
le nombre d'enfants qu'on peut avoir. Ça a la forme d'une courbe en J renversée. C'est-à-dire que ça diminue depuis l'après-guerre, et puis à un moment, c'est stable. Et là, quand c'est stable, vous avez certains pays où ça repart. Ça a été le cas de la France à partir des années 2000. C'est reparti légèrement, puis ça rebaisse maintenant. Mais depuis 40 ans, quand on regarde, si on faisait une tendance, c'est plutôt stable. Et puis il y a d'autres pays où ça s'enfonce très légèrement, et ça diminue très fortement. C'est le cas du Japon, de la Corée, de l'Italie. Vous voyez, de certains pays où là, il y a un vrai problème. Chez nous, ça va. Donc, quand on regarde sur des temps longs, il n'y a pas vraiment de problème. Après, vous savez, ce qui est important à regarder, c'est ce qu'on appelle la descendance finale, c'est-à-dire le nombre d'enfants qu'aura une femme au cours de sa vie. Les femmes qui ont 50 ans aujourd'hui, donc qui sont nées en 73, qui ont 50 ans aujourd'hui, elles ont en moyenne 2 enfants. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Les femmes qui ont 40 ans aujourd'hui, elles sont en moyenne, c'est une moyenne de 1,99, quasiment 2. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, aujourd'hui, c'est impossible de dire, on attend la prochaine génération, ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, qui auront 40 ans, pour voir, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont maintenant après 30 ans, même après 40 ans, ça augmente. D'où les problèmes aussi d'infertilité. Mais on doit attendre encore un peu pour savoir s'il y a un problème ou non. Pour le moment, rien n'indique qu'il y a un problème. Et c'est ça qui est intéressant chez Macron, c'est que Macron, et nous sautons tous dessus, il arrive toujours à balancer comme ça un truc, on est en pleine loi immigration, et hop, il te rebalance un autre sujet, et on parle de ce sujet, et on oublie le reste. Alors que c'est un sujet où, oui, il peut y avoir, peut-être il y a des problèmes d'infertilité parce qu'on les a de plus en plus tard, les perturbateurs endocriniens, enfin d'autres choses, la pollution peut-être, mais un problème en chasse un autre, alors qu'il n'y a pas lieu d'avoir un vrai problème sur cette question-là quand on regarde un peu les données sur le long terme. Sandrine Rousseau, économiste de base, a même dit que c'était une bonne nouvelle, que c'est rassurant à l'échelle du monde entier par rapport au réchauffement, au changement climatique. Elle dit aussi qu'on n'a pas besoin pour notre système économique d'avoir plus d'enfants. Est-ce que tu partages ce point de vue? Alors, j'ai bien écouté ce qu'elle a dit. C'était sur Sud Radio, je crois. C'est ça, voilà. RMC avec Jean-Luc Bourdin. C'est pas RMC, c'est Sud Radio. Oui. Et effectivement, quand elle l'a dit avec un peu plus de gêne. En fait, parce qu'elle a eu du mal, elle a dit c'est pas politiquement correct, je vais vous dire ça. En fait, elle a commencé par dire que bon, ça un peu le même partage que moi, ça ne baissait pas, et que les femmes étaient libres de leur corps. Elle a vraiment dit, elle a mis des guillemets, il faut, si on prend tout le propos. Et puis à la fin, elle a dit, en même temps, ce serait peut-être une bonne nouvelle pour la planète qu'on soit moins nombreux, parce que la démographie augmente. C'est vrai moi quand je suis né, on était 5 milliards, aujourd'hui on est 8 milliards et ainsi de suite. Et ça va. Après, avec le développement, ça risque un petit peu de stagner. Mais j'ai du mal, moi, avec ce type de raisonnement. Parce que, déjà, la première des choses, c'est bon, elle l'a dit aussi, mais il faut le redire, c'est le désir des couples. Veulent-ils des enfants ou veulent pas? C'est un choix qui est typiquement personnel. Mais après, si on regarde tout avec le prisme du climat, donc on va se dire quoi? Allons jusqu'au bout. C'est pas ce qu'a dit Sandrine Rousseau, mais allons jusqu'au bout du raisonnement. Donc on va dire, espérance de vie au Congo-Brazzaville, 40 ans. C'est une bonne chose. Puisque, non mais c'est vrai, à la fin c'est ça. Donc si l'espérance de vie augmente, c'est une mauvaise chose, parce qu'on va être trop nombreux. Parce qu'on est aussi beaucoup nombreux parce que l'espérance de vie augmente. Vous voyez, donc si elle continue à augmenter, non, c'est pas une bonne chose. Et les pays qui ont 40 ans d'espérance de vie, est-ce qu'il faut qu'ils aient 70 ans comme nous? Ah ben non, parce qu'on sera trop nombreux. Donc si on commence à faire des calculs comme ça, on finit mal. La pente vers des choses un peu bizarres, donc, y compris quand on fait des politiques natalistes. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, la vraie question qu'il faut poser, et elle l'a dit, hein, donc il ne faut pas lui prêter mes propos, mais je montre où est-ce qu'on pourrait aller dans le raisonnement. La vraie question, c'est est-ce que les couples ont le nombre d'enfants qu'ils désirent? Si c'est oui, dans ce cas-là, très bien. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Et si la population vieillit, il faudra faire avec. Si c'est non, il faut comprendre quelles en sont les raisons. Est-ce qu'elles sont sociétales? C'est-à-dire, c'est mal vu d'avoir un enfant hors mariage, tu vois. Est-ce que c'est médical, parce qu'il y a un problème d'infertilité, ou est-ce que c'est des raisons sociales, économiques? Et c'est ça qu'il faut aller voir. Mais justement, est-ce que tu peux nous expliquer la baisse depuis 2010? Ça, c'est assez intéressant. C'est que ça a augmenté dans les années 2000, et puis à partir de 2010, ça baisse. Mais quand tu regardes, qu'est-ce qui se passe depuis 2010? En fait, 2008, il faut vraiment refaire le truc, parce que je me dis que quand tu es un jeune de 30 ans aujourd'hui, depuis l'âge de 16-17 ans, il enchaîne crise sur crise. Il ne voit que ça de sa vie. C'est-à-dire que sa construction dans l'avenir de sa vie, les études, le couple, l'installation, elle a été accompagnée d'un certain nombre de crises. 2008, crise financière. Une crise comme on n'a jamais vu depuis 1929. 2010, crise des dettes souveraines, avec un taux de croissance à 0%, la Grèce, l'austérité qui va peut-être sortir de l'euro, enfin vraiment quelque chose d'assez compliqué. Les attentats, il ne faut jamais les oublier.
hein, 2013 je crois et 2015, la crise du Covid, l'inflation. Derrière, vous avez de manière constante la crise climatique, écologique. Vous avez vu, la crise est devenue un état permanent, en réalité, avec des surprises tous les 2-3 ans. Comment voulez-vous envisager un avenir serein et faire un enfant? Et chaque fois, c'est des chocs. C'est des chocs. Je veux dire, le Covid a été un choc, l'inflation est un choc, la crise économique est un choc. Et puis, vous avez aussi la hausse des prix de l'immobilier. Donc, vous avez vraiment tous les facteurs économiques et sociaux qui vous font reporter l'envie d'avoir un enfant ou même qui vous l'enlèvent complètement. Donc moi, j'arrive à comprendre que cette génération a de grosses interrogations et de grosses anxiétés face à l'avenir et que ça débouche sur le fait que est-ce qu'on veut faire un enfant dans ce monde? Et j'arrive à le comprendre. C'est compréhensible. Et du coup, il n'en fallait pas plus, évidemment, de tout ça pour ranimer les débats. Quels sont les facteurs, pour toi, qui pourraient aider les couples quand ils veulent un enfant? Bien de dire quand ils veulent un enfant. C'est très difficile à savoir quand on regarde, mais il y a un certain nombre de facteurs. Bien sûr, les facteurs culturels sont importants. Je veux dire, on se rend compte que dans les pays où il est mal vu de ne pas être en couple quand on a un enfant, etc., les femmes renoncent... elles doivent se marier. Quand il y a vraiment des traditions très fortes, comme c'est le cas en Japon et en Corée, c'est très compliqué. Et on sait qu'il y a des facteurs favorables. Alors, le congé parental est un facteur favorable pour avoir des enfants. La combinaison du monde du travail et du monde familial, entre guillemets, est aussi un facteur favorable. On se rend compte aujourd'hui que dans les pays riches, ce sont les pays où il y a le taux d'emploi féminin le plus élevé qui ont un taux de fécondité parmi les plus élevés, contrairement à l'idée reçue. On pourrait penser que maintenant, l'Italie, où il y a un taux d'emploi plus faible, ils ont des problèmes et le Japon, ils ont des problèmes de natalité. Donc là, la question vraiment de comment tu articules le monde du travail et le monde familial est très important. Et puis après, il y a aussi toutes les prestations et les politiques publiques liées à la petite enfance, les crèches, etc., les aides, les prestations sociales qui vont t'aider, les allocations familiales, etc. Tout ça a un impact favorable. Donc si on fait le résumé, c'est déjà, la première question, c'est les revenus. Est-ce que tu peux subvenir à tes besoins? Parce qu'un enfant, rappelons-le, c'est un coût. Quand Macron, il dit il faut faire des enfants, etc., mais il oublie qu'il y aura une génération qui va devoir supporter effectivement le vieillissement de la population, d'accord, très bien, et qui va supporter le coût d'un enfant. C'est aussi un coût, un enfant, jusqu'à 18, 19, 20, 21, même plus 25 ans, s'il fait des études. C'est un coût. Il faut avoir des moyens. Donc, il faut des revenus. Ça, c'est très important pour se loger, des revenus. Il faut une politique publique qui permette d'accompagner les couples avec des crèches, etc., des modes de garde, etc. Ça, c'est très important. Et puis, il y a l'aspect après culturel qui est important. Donc, voilà les trois choses, en fait, qui sont très importantes, mais qui n'expliquent pas tout, mais qui sont des aspects favorables pour que les gens puissent décider sereinement, s'ils le veulent, de faire un enfant et ne pas reporter cette décision. Le débat école privée, école publique repart de plus belle en France. Tout commence avec une des premières sorties de Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et de l'Éducation, après le remaniement coup de com' de Macron, c'était le 12 janvier. Madame la ministre, une question s'il vous plaît. Sur la scolarisation de vos enfants au lycée Stanislas qu'on a appris aujourd'hui, c'est un lycée qui condamne l'homophobie, qui condamne l'avortement dans ses enseignements, qui prône la non-mixité. Est-ce que, dans votre vision de l'enseignement, ça révèle quelque chose? Non, là, vous êtes totalement dans le procès d'intention. Alors, moi, je vais vous dire, je ne vais pas esquiver votre question. La première chose que j'ai envie de relever, c'est que d'abord, si on commence dès le premier jour comme ça sur des attaques personnelles, c'est aussi peut-être parce que ce matin, ce que j'ai pu exprimer était assez inattaquable sur le fond. Alors très bien, on va aller sur le champ du personnel. Eh bien, allons-y. Moi, je vais vous dire pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas. Je vais vous raconter brièvement cette histoire. Celle de notre aîné, Vincent. Vincent qui a commencé, comme sa maman, à l'école publique, à l'école littrée. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre. Comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix, d'aller chercher une solution différente. On habitait rue Stanislas. Scolariser nos enfants à Stanislas était un choix de proximité.
Et de là débute l'affaire Amélie Oudéa-Castéra, car après cette tirade, des anciens ou parents d'élèves de la fameuse école publique Littré ont totalement démenti cette absence de cours. La ministre s'est ensuite rendue à l'établissement pour présenter ses excuses sous les huées et casserolades. Mediapart révèle ensuite un système de contournement de Parcoursup au lycée Stanislas. Le fils aîné de la ministre de l'Éducation nationale, admis en prépa dans cet établissement l'an dernier, a bénéficié de ce système maison qui contrevient au principe d'égalité des chances, écrit Mediapart. Tout ça a réouvert le débat sur les écoles publiques, privées et les subventions de l'État à ces dernières. Thomas, c'est quoi, toi, ton regard sur la réponse de la ministre, tout d'abord ? Comme tout le monde, j'ai été étonné. Normalement, une ministre de l'Éducation, elle doit avoir une certaine neutralité. Et là, on voit clairement qu'elle avantage le privé sur son histoire personnelle, tout en dénigrant le public, en disant justement qu'elle a mis ses enfants dans le privé parce que le public n'était pas efficace. Donc il y a quelque chose d'extrêmement maladroit, qui montre une forme d'amateurisme, mais aussi qui ne surprend pas les gens en réalité, parce que nous savons depuis toujours que ces gens-là, quand ils ne peuvent pas bénéficier des meilleurs endroits du public, ils n'hésitent pas à mettre leurs enfants dans le privé. Donc il n'y avait rien d'étonnant, mais pour une ministre, c'est parfaitement condamnable et scandaleux de ne pas avoir une forme d'équilibre entre ce qui serait le privé et le public, et de dénigrer le public pour avantager le privé comme elle l'a fait, et en pensant que tout ça est naturel. Est-ce que ce sont les classes favorisées qui mettent leurs enfants dans le privé ? Mais ça dépend. En fait, ça dépend. C'est-à-dire que sur Paris, oui. Il faut vraiment différencier Paris du reste de la France. Sur Paris, oui. Parce que sur Paris, vous avez énormément de collèges, de lycées ou d'écoles de très bonne qualité qui dépendent majoritairement de votre lieu d'habitation. Vous habitez dans le 5e, le 6e, vous allez avoir des Montaigne, des Lavoisier, des très bons collèges ou lycées. Mais il y a des gens qui décident de mettre malgré tout leurs enfants dans le privé. Donc le choix qui va être fait, par exemple, pour quelqu'un qui va vivre à Paris, de mettre son enfant dans le privé, c'est vraiment un choix pour ne pas être embêté. Voilà, c'est pour que l'entre-soi soit poussé au maximum. Parce que déjà, à Paris, il y a une forme d'entre-soi avec les prix de l'immobilier. Mais là, on le pousse au maximum. Voilà. Donc on va mettre, par exemple, son enfant dans le 6e à l'école alsacienne. Donc là, il y a une forme d'entre-soi. Nous sommes entre riches, on ne sera pas embêtés. Parce qu'à Louis-le-Grand, parce qu'à Lavoisier, parce qu'à Montaigne, il y avait encore la possibilité, il y a quelques années, qu'un très bon enfant de banlieue soit accepté et soit là-bas. Ce qui dérangeait ces gens-là qui préféraient le mettre dans un enseignement privé pour favoriser l'entre-soi. Après, c'est moins le cas en banlieue et en province. Quand vous regardez en banlieue, vous avez des lycées, par exemple, comme Espérance à Aulnay, où ce sont des gens qui ont des revenus un peu supérieurs, peut-être, mais ça n'a rien à voir avec des lycées privés parisiens comme Stanislas, comme Fides à l'époque, ou comme l'école alsacienne. Ça n'a absolument rien à voir. Là, on va avoir majoritairement des employés, et même parfois en province, c'est juste des gens qui ont un peu plus d'argent que les gens qui vivent mais qui restent quand même des employés ou des petits commerçants et qui veulent donner un peu plus de chance à leurs enfants. La Cour des comptes note un net recul de la mixité sociale et scolaire. Je la cite. La mixité sociale dans les établissements privés sous contrat est en fort recul depuis une vingtaine d'années. Les élèves de familles favorisées et très favorisées, qui constituaient 41,5% des effectifs de l'enseignement privé sous contrat en 2000, en représentent 55,5% en 2021. À l'inverse, la part des élèves boursiers s'élevait à 11,8% des effectifs en 2021 dans le privé sous contrat, contre 29,1% dans le public. Les explications à ce phénomène sont nombreuses. C'est toujours ce qu'écrit la Cour des comptes. L'enseignement privé sous contrat apparaît ainsi majoritairement comme un enseignement de recours face à un enseignement public perçu par une partie des familles comme moins performant et moins sécurisant. Thomas, comment se joue là le séparatisme social à l'école en France ? Non, alors sur ce que dit la Cour des comptes, il faut faire attention à plusieurs choses. Il est vrai que clairement, à partir du moment où vous allez dans le privé, vous devez payer. Donc il y a une sélection par le revenu, très clairement. Et en plus, l'école choisit qui elle veut choisir en réalité. Donc il y a une double sélection. Donc elle va privilégier des gens qui ont un peu plus de revenus, peut-être des familles qu'elle estime être comme bourgeoises dans l'endroit où elle est, parce que la bourgeoisie parisienne n'est pas pareil que la bourgeoisie d'une ville du 93. C'est quand même, on a des niveaux quand même de revenus, de patrimoine complètement différents. Mais elle va se dire, bon, lui, c'est un enfant d'enseignant ou un enfant de prof de fac ou un enfant de quelqu'un qui aurait plusieurs commerces ou une PME. Donc, il est considéré comme riche relativement à la population locale. Alors qu'à Paris, le très riche de l'école alsacienne, c'est un enfant de très grand industriel, de grandes familles industrielles françaises. C'est complètement différent avec ce qu'on peut voir dans d'autres privés. Donc, il faut faire quand même attention. Oui, les revenus sont plus élevés, mais tout est relatif. Comme je l'ai dit, quelqu'un qui va mettre son enfant à Espérance à Aulnay ou à Fénelon à Vaujours,
Ce n'est pas un enfant d'une grande famille française bourgeoise. C'est un enfant de petits commerçants, d'employés. Et c'est souvent des gens qui n'ont pas le capital social de l'école et qui, pour donner le plus de chance à leurs enfants, sont prêts à débourser de l'argent. Alors que vous avez à Paris des gens comme notre ministre qui ont le capital social et le capital culturel complètement adapté à l'école, mais qui décident de mettre leurs enfants dans le privé pour favoriser un entre-soi, ne pas être embêtés par une minorité dans les lycées publics des environnements qui pourraient être un peu plus pauvres. Des enfants de concierge, des enfants peut-être d'arrondissements périphériques qui ont réussi à aller dans cette école. Mais c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même phénomène. Je veux dire, il faut vraiment comprendre une chose, c'est que vous avez quand même des gens qui vont faire toute leur scolarité dans le public et qui vont dire, moi j'ai fait ma scolarité dans le public, c'est super, mais qui n'ont fait qu'une scolarité d'entre-soi. Parce que leur lieu d'habitation les a mis dans un collège où il n'y avait que des gens comme eux à 80%, peut-être 20% d'une petite mixité que eux ont supporté, contrairement à notre ministre, qui après vont faire des prépas, qui après vont faire des écoles publiques comme Sciences Po ou Normal Sup. Normal Sup va les payer même pour faire des études et qui vont te dire ah, moi je suis un pur produit du public. Mais ces gens-là sont souvent beaucoup plus des nantis que des gens qui vont être en province dans une petite ville ou en banlieue et qui vont mettre leurs enfants dans le privé. Donc, il ne faut pas avoir une pensée binaire vis-à-vis du privé. Faut pas, c'est complètement, chaque situation est différente. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens des classes populaires qui ont dans leur environnement quelqu'un qui a mis ses enfants dans le privé parce qu'il voulait donner plus de chance à ses enfants, pas parce qu'il voulait faire de la ségrégation raciale ou parce que c'était un anti. La ségrégation sociale, pardon, c'était un anti. Ce qui interpelle, c'est surtout l'état de l'école publique aujourd'hui. Hein, c'est le fond du débat. C'est pour ça qu'on débat privé-public, même si tu soulèves autre chose. Quand on sait que les écoles privées sont subventionnées par l'État, c'est d'ailleurs ce qu'a pointé Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture et de la Communication, sur le plateau de C'est Politique hier. Les établissements, il faut rappeler quand même qu'ils sont financés par de l'argent public. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les écoles des riches sont financées par les impôts des pauvres. C'est ça la réalité. Les financements publics pour les écoles privées... Ça fait réagir dans le public, ça. Les écoles privées aujourd'hui en France, cette année-là, elles sont financées à hauteur de 12,2 milliards d'euros par an par l'État. Parce qu'il y a les financements depuis la loi Debré 1959, voilà, il y a des financements de l'État obligatoires, il y a des financements des collectivités locales et il y a des financements facultatifs des collectivités locales. Bon, donc ça fait 12,2 milliards d'euros. Cet argent-là, il est donc investi par l'ensemble de la collectivité sur un certain nombre d'établissements dans lesquels il n'y a aucune obligation d'avoir de la mixité sociale. Et cette mixité sociale dans le privé, elle a même reculé. On est passé de 30% environ d'enfants des milieux très favorisés, pas seulement favorisés, très favorisés, 30% en 2000. Aujourd'hui, on est à 45% d'enfants issus de milieux très favorisés. C'est la Cour des comptes qui le dit. Si on prend les milieux favorisés et très favorisés, on est à 55%. Ce qui veut dire que cet argent public, et là je reprends la notion fondamentale de république, parce que la République française, elle repose, l'un de ses piliers, peut-être le pilier. Alors, le financement apporté par l'État aux établissements privés sous contrat est prépondérant dans leur modèle économique. 55% pour le premier degré, 68% pour le second degré. C'est ce que rapportait la Cour des comptes. Thomas, est-ce que tu partages cette indignation ? Oui, bien sûr. Et à partir du moment où il y a de l'argent public qui va dans le privé, il faut qu'il y ait des conditions. Et les conditions, ce serait qu'il y ait effectivement de la mixité sociale, c'est la moindre des choses, qu'il y ait des possibilités d'avoir des élèves boursiers qui ne payent pas, et ainsi de suite. Et là, l'État devrait l'imposer. C'est une réalité. Donc oui, je partage ces propos. Après, vraiment, ce que j'ai envie de dire, c'est très important. Parce qu'il y a cette pensée binaire. Moi, je viens du public. Hein. J'ai fait le vrai public. C'est-à-dire, j'ai pas fait le public élitiste. J'ai fait la Courneuve, Villetaneuse, les amphis à 300, Villetaneuse, la Courneuve, le doctorat public. Vous voyez, donc, j'ai pas de problème avec ça, moi. Mais il y a un public élitiste. Et il y a un séparatisme social dans le public. Quand vous faites une école, une prépa Henri IV, où vous avez des gens de droite, de gauche, des grands écrivains, ils sont tous dans la même prépa, ils se connaissent, que vous faites une école qui est soi-disant publique comme Sciences Po, ou que vous faites Normal Sup, vous êtes
dans une forme de séparatisme aussi social. Et les pourcentages le prouvent. Il y a très peu d'enfants d'ouvriers. On est obligé de faire de la discrimination positive, d'aller chercher en banlieue des gens pour les faire venir à Sciences Po. Et souvent, en banlieue, ça ne profite pas aux plus pauvres. Ça profite à des enfants de classe supérieure de banlieue qui arrivent à utiliser cette discrimination positive pour faire rentrer leurs enfants plus facilement, des fils de profs de fac ou de chercheurs ou de profs agrégés de lycée. Et il y a beaucoup d'exemples là-dessus. Donc il faut faire attention, c'est-à-dire que les classes riches, les classes élevées, elles ont toujours su manœuvrer dans le privé comme dans le public. Et je veux dire, ce qui se passe à l'école, c'est ce qui se passe en haute société. Vous pouvez faire l'ENA, une école de l'administration, être haut fonctionnaire aux finances et aller bosser chez Rothschild dans le privé. Et bien, c'est à peu près pareil qui se passe sur l'école. Vous pouvez faire une grande école, et si ça ne marche pas, on va vous ramener dans le privé pour faire une prépa privée, pour revenir ensuite dans une grande école publique. Et là, il y a aussi une forme de à Normal Sup, vous avez très peu d'enfants d'ouvriers, et ils sont payés. Et vous savez, je rappelle toujours, moi, ce truc qui m'a profondément choqué, je l'ai découvert à 46 ans, alors que je suis dans l'enseignement supérieur, quand j'ai vu les témoignages du très regretté Daniel Cohen. Il y a eu un certain nombre de témoignages, d'économistes d'ailleurs plutôt de gauche, soit dit en passant, qui disaient qu'ils étaient 6 en cours, 6 à Normal Sup avec Daniel Cohen. Je n'ai jamais vu de ma vie à la fac des classes à 6, jamais de ma vie. J'ai toujours été dans des TD de 40, 50, peut-être 30 si on prenait un TD le samedi matin. J'ai toujours été dans des amphis de 300, 400, 500. Et là, Normal Sup, c'est le public. Et donc moi, j'aurais bien aimé, je fais Normal Sup, et après, je dis à tout le monde, je fais la morale de ceux qui vont être en banlieue, qui n'ont pas ce capital social et culturel pour faire les grandes écoles, pour choisir première langue allemand, pour faire en sorte que leurs enfants soient toujours dans les espèces de pseudo-classes européennes, y compris dans les lycées publics. Et après, expliquer à ceux qui n'ont pas ce capital-là, mais un tout petit peu plus d'argent en banlieue ou en province, et qui veulent donner plus de chance à leurs enfants en leur mettant dans le privé. Donc il ne faut pas avoir cette pensée bébête, binaire et simple. Et je pense que si on interrogeait aussi beaucoup de dirigeants politiques de gauche, on aurait des surprises. D'ailleurs, il y en a eu quelques-uns qu'on a interrogés de gauche qui se sont pris un peu les pieds dans le tapis quant à la scolarité de leurs enfants. Et toi, tu trouves que l'État pousse, subventionne ce système que tu viens de dénoncer là ? Mais en fait, il y a dans le public comme dans le privé une volonté en fait, de faire en sorte toujours que ce soit les mêmes qui se retrouvent ensemble et les autres qui ne se retrouvent pas ensemble. Je suis persuadé qu'y compris dans les collèges et dans les lycées, d'ailleurs il y a des études, dans les collèges et dans les lycées parisiens, vous avez probablement sur les portes de Paris des lycées où il y a une proportion d'ouvriers beaucoup plus grande puisque c'est moins cher, et au centre de Paris, dans les lycées publics, où il y a une proportion d'ouvriers quasiment inexistante, sauf de ci, de là, on ne sait pas comment c'est arrivé par là, des gens qui ont réussi à avoir l'adresse de machin, etc. Donc il y a déjà, de manière géographique, une ségrégation sociale que l'on retrouve dans les collèges et les lycées. Et oui, l'État encourage ça, que ce soit dans le public ou dans le privé. Et le privé, je pense qu'on a atteint le dernier étage de la fusée. C'est pour ça qu'il ne faut pas que mes propos aient l'air de défendre le privé. Mais on a, dans le privé parisien de haut de gamme, les Stanislas, les écoles alsaciennes, les Fides, on est vraiment dans le haut de la fusée. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont le capital culturel et qui veulent l'entre-soi aussi financier et qui ne veulent absolument pas qu'on vienne les déranger. D'accord ? Mais si vous allez dans les grands publics, les grands lycées publics parisiens du centre de Paris, vous avez quand même cet entre-soi qui existe. Il ne faut pas être dupe. Ce n'est pas le public tout gentil avec la grande diversité. C'est faux. La nomination de Gabriel Attal en tant que ministre de l'Éducation, alors qu'il a toujours été dans le privé parisien, en avait fait bondir plus d'un. Aujourd'hui, d'avoir Amélie Oudéa-Castéra, après tout cela, à la tête du ministère des Sports et du ministère de l'Éducation, fait poser la question de sa démission. Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations. Et contre cette idée, on va regarder. Je ne sais pas pourquoi elle n'aurait pas la possibilité de rester, d'être ministre de l'Éducation nationale. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on arrête avec ce sujet-là. Enfin, je suis désolée, mais rouvrir la guerre, enfin, que certains essayent de rouvrir la guerre entre le privé et le public est une très mauvaise idée. On a un système qui fonctionne et qui fonctionne bien. Et notre responsabilité, par contre, c'est évidemment de garantir que l'ensemble des établissements, qu'ils soient privés sous contrat ou qu'ils soient publics, respectent scrupuleusement les règles dans notre pays, dans notre République. Ça a été rappelé à l'établissement en question, notamment sur la question de Parcoursup par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Par contre, aller fouiller dans l'intimité des familles, jusque maintenant aux notes d'un des enfants de la ministre, je trouve que c'est insupportable et que ça n'est pas au niveau. Thomas, est-ce que tu partages ces propos ? Moi, je pense surtout que ce qu'a fait notre ministre, en fait, les gens ne sont pas dupes. Ils savent très bien que la plupart des gens, des hauts dirigeants, qu'ils soient en politique ou qu'ils soient ailleurs, ils vont toujours bénéficier finalement du meilleur parcours, qu'il soit public ou privé, pour leurs enfants. Parce qu'ils ont soit les connaissances pour que leur parcours soit le meilleur dans le public, et donc ils vont faire les meilleures prépas, les meilleures écoles, il n'y a pas de souci,
Et si ça ne marche pas, il y aura toujours le privé qui sera en renfort pour faciliter l'entre-soi. Maintenant, quand on est ministre, voilà, on n'a pas à dénigrer le service public tout en faisant la publicité du secteur privé comme elle a fait de l'enseignement privé. Et donc, c'est une faute, c'est de l'amateurisme. Mais on est même plus surpris maintenant que par ce gouvernement. Il y a un tel amateurisme à tout. C'est pas la première phrase qui sera sortie comme ça de la sorte. Donc, bon, moi, je pense que fut un temps, ça aurait été un motif de démission. Aujourd'hui, il y a eu tellement de choses qui ont été dites et mal faites que le buzz va passer, on passera à autre chose après. Mais merci Thomas. Merci beaucoup. Et merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas à chaque semaine. Merci pour tous vos pouces en l'air et commentaires qu'on lit sous les vidéos YouTube. Pour nous deux, on vous dit à la semaine prochaine. Et prochain direct demain à 13h pour l'édition d'actualité du Média. Nos programmes se poursuivent ici même, que vous nous suiviez sur le flux 24/7 de YouTube ou sur le canal 350 de la Freebox. Vous le savez, nos programmes ne sont financés que par vous. Alors offrez-vous à partir de 5 € par mois un véritable média libre et indépendant, un média des luttes à la télévision. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, bonne soirée sur le Média.